Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire cette dernière et 3e et dernière partie du cours, sur la géopolitique de l'Arctique et l'idée dans cette dernière partie, c'est de voir 2 choses. C'est une partie pour faire le point sur la remilitarisation de l'Arctique, qui est réelle mais à nuancer, et ensuite de s'intéresser à la question sur la gouvernance et la coopération en Arctique, hein, qui domine largement, au-delà des tensions. Et donc cette remilitarisation de l'Arctique, par laquelle on va commencer, elle nous oblige à revenir un petit peu en arrière. Elle nous oblige à revenir, à l'époque de la guerre froide où, l'Arctique était la région du monde où les 2 blocs ennemis, hein, qui composaient la guerre froide, donc les États-Unis et l'URSS, étaient les plus proches. Et donc il y a, un historique, hein, d'installation de bases militaires en Arctique qui date notamment de cette époque. Même si j'ai pas réussi à trouver, de cartes datant de l'époque montrant, hein, la plupart de celles qui sont actuellement ont été construites pendant la période de la guerre froide, voire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et juste pour, revenir sur ce contexte-là, l'Arctique est donc, pendant la période de la guerre froide, un front nucléaire, en fait, puisque c'est par l'Arctique que la distance à parcourir, que ça soit pour un bombardier nucléaire ou pour une fusée intercontinentale, c'est là où cette distance à parcourir entre l'URSS et les États-Unis est la plus courte. Donc il y a de nombreuses bases qui sont installées de part et d'autre, hein, à vocation, potentiellement offensive ou défensive, avec, aussi, des systèmes de surveillance et d'alerte, de boucliers antimissiles, heu qui sont installés, bah, de chaque côté, également dans les pays alliés, hein, que peuvent être, le Groenland via le Danemark, ou le Canada, et on a, pendant la guerre froide, une région qui reste quand même, malgré les conditions hostiles, hein, fortement militarisée, et notamment du côté russe. Dans les années 1980, la flotte du Nord russe, la base la plus importante sur la ville de Mourmansk, elle comprend la moitié des sous-marins russes. Donc vous avez la moitié des sous-marins russes dans, l'océan Arctique et les 2 tiers de ces sous-marins nucléaires. Ce qui représente dans tout 170 sous-marins. Donc ça fait enfin, quelque chose de très important, hein, en termes de militarisation, sachant que, bah, les sous-marins, l'avantage, c'est qu'ils peuvent passer sous la banquise et profiter d'une fracture, voire ouvrir la glace pour ensuite, enfin, arriver et devenir menaçants. Donc que ça soit sur un aspect, offensif ou que ça soit sur un aspect défensif, hein, avec les systèmes de surveillance, vous avez tout un arsenal militaire et notamment un arsenal de dissuasion nucléaire, qui est installé en Arctique pendant la guerre froide. Donc voilà, on est sur une région, militairement très stratégique à cette période. En revanche, avec la fin de la guerre froide, la dimension stratégique de l'Arctique, bah, s'estompe peu à peu, hein, et les effectifs, diminuent, certaines bases sont abandonnées. Hem voilà, on a eu à la fin des années 90, eu un abandon, hein, des bases militaires et actuellement, on assiste quand même à une remilitarisation. Alors, l'Arctique n'a pas retrouvé la position stratégique de la guerre froide, hein, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais vous avez notamment du côté russe un réinvestissement du domaine militaire qui s'appuie en fait sur les intérêts économiques que représente l'Arctique et donc sur un discours où il s'agit de protéger les intérêts économiques de l'Arctique. Et bon, pour la Russie, ça passe notamment par le réinvestissement, des bases stratégiques qui avaient été laissées à l'abandon et qui sont progressivement, bah, réhabilitées et où, il y a de nouveaux contingents qui sont envoyés. Et pour, récemment, depuis 2017, vous avez en Russie, ce qui s'appelle le programme de développement de l'Arctique, à horizon 2025, qui est, aussi économique, mais qui a aussi, un aspect militaire, hein. Donc on est dans une logique de politique volontariste, de mise en valeur à grande échelle de l'Arctique et le volet militaire, il prévoit le renforcement de la capacité de la flotte du Nord, la construction et restauration, des bases militaires, construction et rénovation d'aérodromes militaires en différentes zones et modernisation du réseau de défense aérospatiale. Donc il y a quand même un volet militaire qui est assez fort
et suite aux tensions, entre la Russie et les pays occidentaux, hein, qui ont culminé avec l'invasion de l'Ukraine, vous avez certains pays, on va dire, européens, notamment c'est le cas de la Norvège et de la Suède, qui ont eux aussi réinvesti dans des équipements militaires, hein, de manière, on va dire préventive. Pas spécifiquement, liés à l'Arctique, hein, mais qui font partie d'une stratégie aussi également de réinvestissement pour pouvoir, se défendre si besoin. Toutefois, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a aucun acteur qui a intérêt à ce qu'il y ait des tensions fortes en Arctique. Parce que les acteurs riverains de l'Arctique, eux, ce qu'ils veulent, c'est, développer économiquement la région. Or, pour les entreprises, pour les États, pour pouvoir développer économiquement un espace, c'est bien qu'il soit stable et donc il y a beaucoup plus un intérêt à coopérer et c'est ce qu'on voit, hein, pour maintenir une stabilité globale dans la région. Voilà et c'est ça qui m'amène à la question un peu de la gouvernance, la logique, hein, de comment sont prises les décisions dans la région et les logiques de coopération en Arctique et on va commencer par présenter, un des acteurs centraux, hein, de cette gouvernance, hein, de ces prises de décision, c'est le Conseil de l'Arctique, et donc ce Conseil de l'Arctique, il est important parce qu'en fait, il y a pas vraiment de structure de gouvernance régionale, hein, qui puisse prendre des décisions contraignantes à l'échelle de l'Arctique et capable de gérer tous les enjeux de l'Arctique. Vous avez pas de traité, qui existe comme pour l'Antarctique, donc vous avez plusieurs entités qui jouent un rôle, hein, qui se partagent un petit peu les différents enjeux à gérer et le Conseil de l'Arctique vient, créer une instance, en fait, de dialogue donc c'est un forum, hein, le Conseil de l'Arctique, c'est un forum permet le dialogue notamment entre les 8 États riverains, Russie, États-Unis, Norvège, Finlande, Islande, Suède, Danemark et Canada. Donc c'est notamment entre ces 8 États-là. Mais, vous avez aussi, des associations autochtones permanentes, qui n'ont pas le droit de vote, mais qui sont là pour dialoguer et des observateurs permanents qui sont, d'autres pays, mais qui peuvent être aussi par exemple, WWF pour des ONG de protection de l'environnement. Heu, le Conseil de l'Arctique, il date de 1996 et c'est, considéré comme l'organisation la plus représentative, hein, l'organisation principale et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des États, mais il y a aussi des acteurs non étatiques, et notamment les associations autochtones qui a permis, aux populations autochtones, on en parlera à la fin, de jouer un rôle accru, en fait, dans la politique arctique et ça leur a permis de parvenir à une visibilité internationale, notamment en ce qui est, sur les questions de protéger leur environnement et de protéger leur culture, hein, qui sont, menacées soit par le changement climatique, soit par l'industrialisation de la région. Heu Après, voilà, faut dire, c'est une instance de dialogue et le rôle des populations autochtones est moins importante que celle des États riverains. Souvent, on va voir ce conseil comme un exemple type d'une bonne coopération entre, des États qui sont parfois, en tension, hein, notamment, les États, qui font partie de ce qu'on appelle l'Occident, donc les États-Unis et les États européens et la Russie, qui sont pas toujours, dans les bonnes instances de dialogue. Là, ça considéré comme un exemple où ça fonctionne bien, mais pour que ça fonctionne bien, par exemple, il y a une exclusion totale des problématiques de sécurité. Les problématiques principales sont les questions environnementales, réchauffement climatique, lutte contre la pollution, protection des ressources naturelles, et il va y avoir des approches qui vont être très techniques, hein, avec une approche, assez apolitique. C'est beaucoup une approche scientifique, hein, et technique des questions. Avec des groupes de travail, hein, composés de chercheurs et de représentants, par exemple de représentants autochtones, qui vont parler, faire des recherches sur la biologie marine, sur, la réduction des inégalités des populations arctiques, le sauvetage en mer, voilà. Mais il n'y a pas de questions liées à la sécurité ou liées, aux enjeux, on va dire, politiques de la région. Autre point, on va dire, qui limite le rôle du Conseil de l'Arctique, c'est que les décisions sont non contraignantes et elles sont prises au consensus. Donc il faut que tout le monde soit d'accord, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de décisions politiques et de toute façon, elles sont non contraignantes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation pour les États de suivre, ce qui a été décidé. Donc il n'y a pas de pouvoir juridique au Conseil de l'Arctique, c'est vraiment, juste un point de vue une instance de dialogue.
Il y a d'autres organisations régionales qui existent, hein, je vous ai mis quelques exemples ici, que ça soit l'Organisation marine internationale, qui a permis la négociation du code polaire en 2017, qui est un code de navigation qui régule la navigation dans la zone, arctique. Vous avez le Conseil euro-arctique de la mer Baltique, vous avez le Conseil nordique, donc différents conseils, qui sont en fait modestes, un peu redondantes, hein, qui vont travailler sur les mêmes choses et qui jouent un rôle surtout consultatif et donc très limité, avec vraiment, un focus sur la coopération environnementale et on va dire la sécurité de la navigation. On constate toutefois l'émergence de nouveaux acteurs, qui essaient de prendre une place plus importante et ça, c'est vrai surtout depuis le début des années 2000 où il y a eu un intérêt mondial croissant, pour la zone arctique, parmi ces nouveaux acteurs, c'est notamment des acteurs étatiques, qui sont, bah, l'Union européenne, qui prend de plus en plus de place et les pays asiatiques, hein, qui voient leurs intérêts commerciaux et économiques, dans cette région. Vous avez par exemple les grandes compagnies pétrolières chinoises, qui ont entamé des négociations et des partenariats avec différents pays, la Russie surtout, mais aussi le Canada ou, le Danemark, hein, via le Groenland, afin de développer leurs activités pétrolières en Arctique. Par exemple, vous avez, des projets gaziers, importants, et pétroliers, qui ont été développés en Sibérie russe. Cet intérêt de ces nouveaux acteurs, hein, que ça soit pour les routes commerciales, que ça soit pour l'accès à des nouvelles ressources, elle va se traduire, puisqu'on a dit que l'acteur principal, c'est le Conseil de l'Arctique, par une augmentation des demandes, d'observateurs. C'est-à-dire que, bah, il y a que les États riverains qui peuvent être membres permanents, hein, membres décisionnels, mais on l'a vu, il y a des États observateurs et il y a de plus en plus d'États, qui ont demandé à être observateurs, puisque entre 1996 et 2020, le nombre d'États observateurs est passé de 4 à 13 et qu'il y a aussi d'autres organismes qui se sont ajoutés. Et notamment, on a vu, les pays asiatiques, hein, comme, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l'Inde et Singapour entrer comme observateurs. Puisqu'en fait, c'est la seule manière, politique pour les États qui ne sont pas, dans le cercle polaire arctique, d'assister aux prises de décision. En revanche, leur pouvoir est limité, hein, puisqu'ils ne peuvent pas, voter, mais ils peuvent observer. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est la question des droits des peuples autochtones, hein, qui est un enjeu aussi, juridique et qui est aussi un enjeu, bah, de gouvernance et de coopération, hein, de cet espace. Et donc c'est l'occasion aussi ici d'en parler. Les populations autochtones en Arctique, elles seraient environ une trentaine de populations différentes. Parmi les plus connus, on peut citer les Inuits, qui vont être beaucoup au Canada, les Nénètes en Russie, les Samis qu'on va retrouver, au nord, des pays scandinaves par exemple et aussi en Russie. Et ces populations autochtones, hein, dont vous avez des effectifs variables sur cette carte, hem, elles représenteraient environ, si on prend, le cercle polaire arctique, ça représente 4 millions de personnes et les populations autochtones représenteraient un peu plus de 12% de ces 4 millions de personnes. Il y a un point qui est important, c'est que ces populations sont très diverses, à la fois dans leur culture et dans leur mode de vie, que ça soit, traditionnellement, je vous ai mis 2 photos anciennes. Vous avez, bah, par exemple, les Inuits qui vont plutôt vivre sur la banquise, de la chasse aux phoques, ou vous avez, bah, par exemple, des éleveurs, de rennes, hein, plutôt par exemple en Sibérie, par exemple les Nénètes qui sont éleveurs de rennes traditionnels et donc des modes de vie très différents. Et puis sur la relation à l'environnement qui est différente et cetera, hein. Faut vraiment pas, considérer que c'est homogène parce que c'est des populations autochtones. Mais il y a aussi un autre point de différence, c'est la relation au mode de vie qui va être dit moderne, c'est-à-dire industrialisé, qui n'est pas adopté de manière égale, entre les différentes populations. Heu, il faut avoir en tête que ces populations, elles sont, peu nombreuses, hein, sur des espaces immenses. On a vu, les densités sont très faibles, dans les zones polaires. Elles sont très dispersées et elles sont très peu reliées entre elles. En fait, elles se connaissaient peu. Elles ont commencé, en fait, à échanger, entre les différentes communautés plutôt à partir des années 50 et leur organisation politique, hein, le fait de pouvoir se structurer, d'avoir, des organisations qui rassemblent plusieurs populations autochtones, ça commence à vraiment se faire dans les années 90, même s'il y en a eu, avant
et ces populations autochtones, elles ont formulé des revendications territoriales, hein, pour garantir leur droit à la terre, mais aussi des revendications politiques pour pouvoir être représentées, des revendications économiques et culturelles pour pouvoir continuer à exister dans des conditions de vie dignes, face à leur état de tutelle. Et ces revendications, elles ont été portées par l'émergence d'associations et de mouvements, hein, consacrés à la défense des intérêts, des peuples autochtones. Alors là pour ça, je m'appuie sur, pour la suite, hein, sur cet article de Clara Loizo et Camille Tiano, hein, qui a un chapitre en fait, d'ouvrage, sur, la géopolitique des peuples autochtones et qui revient en fait sur les plus anciennes organisations. La plus ancienne, c'est le Conseil Sami, qui a été fondé en 1956 en Norvège, qui aujourd'hui fédère, les différentes organisations Sami de différents pays, Norvège, Suède, Finlande et Russie. Vous avez, en Amérique du Nord, l'association, Inuit Tapirit Kanatami, je suis pas sûre de bien le prononcer. En français, c'est, la Fraternité Inuit, qui est une organisation canadienne qui, elle, date de 1971 et qui défend les intérêts des Inuits au Canada. Et vous avez en Russie, hein, beaucoup plus tardif puisqu'elle date des années 90, hein, la Russian Association of Indigenous People of the North Siberia and Far East, qui a pour mission la protection des populations autochtones du Grand Nord russe. Donc là, c'est les plus anciennes, hein, sur 3 endroits. Mais il y en a eu d'autres, hein, il y en a, c'est des mouvements, vigoureux, hein, et renouvelés et leur activisme leur a permis d'obtenir une meilleure reconnaissance de leurs droits, hein, dans un contexte global, puisque appuyés aussi par l'ONU, par l'Organisation mondiale du travail, d'une meilleure prise en compte des populations autochtones. Et cette meilleure obtention des droits, elle a été très différenciée. Ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Très différenciée selon les systèmes politiques. Les droits sont en général plus importants, bah, dans les démocraties que dans les régimes autoritaires, hein, la Russie notamment. Mais aussi, ça dépend des structures étatiques, que ça soit des fédérations ou un pouvoir centralisé. Et enfin, elle est différente selon, les populations, les communautés autochtones et selon, leur relation au monde industriel et urbanisé. Leurs droits ne sont pas les mêmes non plus. Je vais faire 3 petits exemples. Vous avez par exemple les Inuits au Canada, du Grand Nord canadien, qui sont propriétaires de leur territoire, hein, et qui ont des régions vraiment, des régions considérées comme des régions inuites et donc elles possèdent, ces communautés inuites, des droits sur les ressources locales, hein, mais aussi leurs propres autorités locales et les droits des populations inuites sont inscrits dans la constitution, donc ils sont plutôt protégés. Vous avez à l'inverse, les populations autochtones en Russie qui ne possèdent pas réellement de droits spécifiques. D'ailleurs, la Russie n'a pas signé la convention relative aux peuples, indigènes et tribaux, de l'Organisation internationale du travail, alors que des pays comme la Norvège et le Danemark l'ont fait. Donc eux, il y a moins de droits spécifiques et je voulais juste faire un petit point sur le Groenland, puisque, le Groenland, c'est une région qui est déjà très fortement autonome. Peuplée, bah, par exemple d'Inuits, hein, notamment, qui a une langue officielle, le groenlandais, qui possède des pouvoirs, quasi régaliens, des pouvoirs sur la justice, sur la police, sur l'éducation et bah, par exemple, tout récemment, hein, vous avez en avril 2023, une constitution possible qui a été dévoilée en vue d'un projet d'indépendance, puisque le Danemark, en 2009, a reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes au Groenland et prévoit la possibilité, sur référendum, d'une indépendance possible du Groenland. Donc voilà, une possibilité de devenir indépendant, pour les peuples du Groenland. Il faut juste faire un dernier petit point sur le fait que les situations des populations autochtones restent souvent difficiles, avec des difficultés économiques, hein, et une précarité souvent plus forte, que les populations, en moyenne dans le pays. Je vous ai mis ici cet exemple au Canada, où vous avez des réserves, hein, des zones où vivent les populations autochtones, où l'accès à l'eau est très compliqué, puisque, elle est absolument pas potable, hein, dans certaines zones. Mais vous avez aussi, des tensions entre populations autochtones, bah, entre elles, par exemple sur les choix de développement avec l'abandon ou pas, du mode de vie, traditionnel.
Vous avez des tensions aussi entre les autochtones et des militants de protection de l'environnement, notamment par rapport à certaines pratiques traditionnelles de chasse, hein, par exemple la pêche au narval au Canada, qui est réglementée. Mais surtout, dans les tensions, hein, les 2 précédentes existent, mais les plus importantes, c'est entre les populations autochtones et les grandes entreprises, puisque la construction d'industries, peut entraîner le déplacement de populations, des pollutions et ont un impact sur les modes de vie et les qualités, des conditions de vie des populations autochtones. Et donc pour conclure, hein, les régions polaires, elles sont engagées, donc là, c'est je conclus tout le cours, hein, je pourrais même, elles sont engagées dans un processus de changement climatique majeur. Ce sont des bouleversements qui réactivent, les projets économiques, commerciaux, militaires des États arctiques, hein, mais aussi des États non arctiques, heu sauf qu'il faut bien se dire que même s'il y a des enjeux économiques et commerciaux, hein, liés, au réchauffement climatique, et aux ressources sur place, on n'est pas dans une course à la conquête d'espaces vierges, hein. Le processus juridique et politique est balisé par le droit international et la coopération est une réalité, hein. Les enjeux qui se dessinent dans la région, c'est pas l'affirmation d'une souveraineté individuelle, mais bien une coopération totale. Enfin entre les États, plus ou moins forts. Et voilà, et c'est là-dessus que je termine, hein, ce cours sur, la géopolitique de l'Arctique. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée.